Le dossier numéro 4 vous parle d'une femme de 30 ans qui est hospitalisée pour des troubles de l'équilibre qui sont apparus soudainement il y a 48 heures. À l'examen, il y a une instabilité avec une danse des tendons lors de la station debout, pieds joints, aussi bien les yeux fermés que les yeux ouverts, non latéralisés. Un élargissement du polygone de sustentation à la marche et une discrète hypermétrie gauche lors de la manœuvre douanée. Vous voyez que lorsque la patiente se redresse, passe de la position allongée à la position assise sans l'aide des mains, le membre inférieur gauche se décolle nettement du plan du lit. Par ailleurs, le reste de l'examen neurologique est normal. Et dans ces antécédents, on retrouve une douleur de la joue gauche, il y a environ 6 mois, à type de décharge électrique irradiant vers l'aile du nez, la commissure labiale, survenant quotidiennement, par salve, et entre lesquelles persistait un fond douloureux permanent et une impression d'engourdissement de la joue. Elle avait à l'époque consulté un médecin qui avait évoqué le diagnostic de névralgie essentielle du trijumeau, lui a prescrit du Tegretol, qui a fait disparaître les douleurs en quelques semaines. Et elle vous dit enfin que 3 mois auparavant, elle a fait un épisode de maladresse de la main droite et qu'elle se souvient avoir ressenti des fourmillements et des sensations de décharge électrique dans la main droite qui étaient majorées, voire déclenchées par la flexion du cou. Et les objets lui échappaient de la main alors que globalement elle avait une force qui était conservée. Tous ces symptômes ayant régressé en 15 jours. Alors, première question, le diagnostic de névralgie essentielle qui avait été retenu 6 mois auparavant, vous semble-t-il correct? Et vous allez devoir donner 3 arguments. Alors, si on vous pose la question, globalement, vous vous doutez bien que la réponse est non. Vous allez chercher dans cet énoncé les arguments qui vont contre. On vous dit que l'irradiation se faisait vers l'aile du nez et vers la commissure labiale. Ça fait 2 territoires, 5-2, 5-3. 2 territoires d'emblée, ça va à l'encontre du diagnostic de névralgie essentielle. Il existait un fond douloureux, elle vous le décrit bien, avec un engourdissement qui persistait entre les salves. Et ça aussi, vous savez que ce sont des arguments qui sont contre le diagnostic de névralgie essentielle et on aurait dû parler à l'époque de névralgie du 5 symptomatique. Quels sont les autres signes cliniques évocateurs de névralgie du trijumeau symptomatique? Alors, donc, les principaux sont là. 2 territoires d'emblée, c'est évocateur. Le fait aussi d'avoir une atteinte initiale du 5-1, qui est plus rare. Le fait éventuellement d'avoir une anesthésie du réflexe cornéen, qui est vraiment très très rare en cas de névralgie essentielle. Ensuite, ce qu'a cette patiente, c'est donc le fait qu'il n'y ait pas que les éléments paroxystiques, mais que entre les décharges, il y ait une persistance d'un fond douloureux avec des troubles sensitifs qui peuvent être subjectifs, donc les fourmillements, voire parfois objectifs avec une hypoesthésie. Tout ça, ce sont vraiment des arguments qui vont contre. Savoir aussi que les antécédents de la patiente sont à prendre en compte. Alors là, en l'occurrence, c'était son premier épisode de névralgie. Elle n'avait pas d'antécédent neurologique puisque c'était la première fois qu'elle faisait une anomalie. Mais si par exemple vous voyez une patiente avec une névralgie qui pourrait coller avec une névralgie essentielle, mais qui vous dit que 3 mois avant elle a fait un trouble de l'équilibre ou un trouble oculaire, etc., ce sont des arguments qui vont contre. Il faut que le passé neurologique des patients soit relativement vierge, sinon il faut évoquer une maladie inflammatoire, ce qui va malheureusement être son cas. Question numéro 2, donc on va analyser la sémiologie de l'épisode sensitif 3 mois auparavant avec cette malhabilité de la main droite. Donc, cette patiente, elle avait plusieurs choses. Elle avait une atteinte de la sensibilité tactile, c'est ça que signe le signe de l'hermite. Lorsqu'elle fléchissait le cou sur le tronc, elle avait des décharges électriques dans le membre supérieur droit. Elle avait également une atteinte proprioceptive, puisqu'elle lâchait des objets, elle était malhabile, ça c'est la sensibilité proprioceptive qui est responsable de cette malhabilité. Tactile plus proprioceptive, eh bien ça réalise un syndrome cordonal postérieur, dont vous devez donner le niveau, cervical, puisque c'est une atteinte du membre supérieur, et plutôt latéralisée à droite. Comment expliquer la maladresse sans trouble moteur? Alors effectivement, la maladresse est toujours un peu difficile à interpréter, parce qu'en fait ça peut recouvrir plein de signes sémiologiques différents. Là en l'occurrence, la maladresse était à interpréter comme un trouble proprioceptif, puisque vous savez que la sensibilité proprioceptive, c'est celle qui vous donne la capacité de faire quelque chose avec votre main sans la regarder. Je sais là très exactement que ma main est appuyée, je peux dire à quel endroit de la paume elle s'appuie,
Même sans regarder, si je prends un objet avec ma main, je vais savoir ce que j'ai dans la main, c'est la stéréognosie. Tout ça vous donne des informations qui vous permettent d'être très précis avec votre main. Et les patients qui ont des troubles, donc une malhabilité par atteinte proprioceptive, très souvent, ils vous disent qu'effectivement, s'ils regardaient leurs mains, s'ils faisaient attention à ce qu'ils faisaient, ça allait. Mais ils vont lâcher l'objet au moment où ils arrêtent de le regarder. Ils se servent un verre d'eau, pas de problème. Ils portent le verre d'eau à leur bouche, tout va bien. Ils discutent, pouf, le verre tombe. D'accord ? Ça, c'est clairement un signe d'atteinte proprioceptive. Et la force peut être tout à fait normale en dehors de ça. On continue. Question numéro 3. Et bien maintenant, on va analyser la sémiologie de l'épisode actuel. Alors, là, c'est assez clair. On vous parle d'instabilité avec danse des tendons lorsqu'elle est debout. On vous parle d'une instabilité qui est non latéralisée, qui ne se majeure pas à l'occlusion des yeux. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'une ataxie cérébelleuse. Et par ailleurs, on vous donne aussi des éléments en faveur d'un syndrome cérébelleux cinétique gauche, puisqu'on vous dit qu'il y a une hypermétrie à l'épreuve douanée, donc c'est ce caractère dysmétrique ou hypermétrique, parfois un peu les deux. Et on vous parle également d'asynergie, puisqu'on vous dit que lorsqu'elle se relève, elle a une motricité de la jambe gauche qui est inadaptée, puisque la motricité la jambe gauche décolle du plan du lit, ce qui n'est pas nécessaire quand vous vous levez. Et donc cette asynergie fait également partie du syndrome cérébelleux cinétique. Donc elle a à la fois un syndrome cérébelleux statique et cinétique gauche. Quatrième question, si on ne tenait pas compte des antécédents de cette patiente, quels seraient les 5 principaux diagnostics différentiels à évoquer devant la symptomatologie actuelle ? Bien, on va faire comme dans le premier dossier, on va égrener les différentes grandes catégories d'étiologie. Là, pour le coup, vous avez un début brutal, donc vous avez tout à fait le droit de penser aux accidents vasculaires cérébraux. On peut en évoquer 2 chez cette patiente, soit un accident ischémique vertébro-basilaire, soit éventuellement un hématome cérébelleux, mais on sait qu'on est dans la fosse postérieure. Ensuite, il faut évoquer des processus expansifs toujours de fosse postérieure, abcès dans les causes infectieuses, quelle qu'en soit la cause, ou une tumeur. Et enfin, cette patiente est sous Tegretol, c'est le traitement qui lui avait été donné pour ses névralgies. Et il faut savoir que l'un des premiers symptômes de surdosage en Tegretol, c'est l'apparition d'un syndrome cérébelleux. Alors c'est néanmoins peu évocateur ici parce qu'en général c'est un syndrome cérébelleux statique. Les patients se plaignent principalement d'une instabilité, d'une sensation pseudo-vertigineuse, mais c'est beaucoup plus rarement un syndrome cérébelleux cinétique. Mais donc vous devez penser accident ischémique hémorragique, tumeur, abcès, surdosage médicamenteux. On continue avec la 5e question. Quelle est la maladie susceptible d'expliquer l'ensemble de la symptomatologie de cette patiente depuis 6 mois ? Bien évidemment, vous allez justifier. Alors là, assez clairement, le diagnostic vers lequel on s'achemine, c'est celui d'une sclérose en plaques, de forme rémitante et actuellement en poussée, devant le terrain de la patiente assez typique, c'est une femme jeune. L'évolution par poussée successive, régressive, qui signe la forme rémitante et qui signe également la dissémination dans le temps. Et puis vous avez également le critère de dissémination spatiale, puisqu'elle a eu de multiples atteintes, à la fois la moelle, le nerf trijumeau, le noyau du trijumeau, les voies spino-cérébelleuses dans le tronc cérébral. Donc vous avez là à la fois la dissémination temporelle et la dissémination spatiale. Et vous n'avez dans cet énoncé et dans les antécédents de la patiente aucun argument pour une autre pathologie, notamment pour une maladie de système. Vous savez que le fait de ne pas avoir d'argument évoquant une autre étiologie, ça fait partie des critères diagnostiques de la sclérose en plaques. On continue avec la 6e question. Quel est l'examen complémentaire qui vous paraît indispensable à ce stade et qu'en attendez-vous ? Eh bien, vous savez que justement pour éliminer éventuellement une autre pathologie qu'une sclérose en plaques, vous devez toujours faire l'IRM cérébral qui va vous donner des informations afin de confirmer votre diagnostic. Cette IRM, elle doit inclure des séquences T1 sans et après injection de gadolinium, des séquences T2 et éventuellement T2 flair. Et ce que vous allez rechercher, ce sont de multiples hypersignaux de la substance blanche en T2 à prédominance périventriculaire. C'est des hypersignaux qui sont sus mais aussi sous-tentoriels.
Et vous allez voir s'il y a éventuellement une prise de contraste de certains de ces hypersignaux, ce qui vous permettrait de savoir qu'il existe des lésions qui sont plus actives que d'autres. C'est également un critère de dissémination temporelle. Cette IRM, en fait, elle vous permet d'éliminer également les diagnostics différentiels, notamment il n'y aura pas d'effet de masse de ces lésions, contrairement à un processus expansif par exemple. Ce sont uniquement des anomalies de la substance blanche, il n'y a pas d'atteinte de la substance grise, ça vous permet de vérifier qu'il n'y a donc pas d'argument pour une autre maladie inflammatoire, qu'elle soit du système nerveux ou une maladie inflammatoire systémique. D'accord ? Et toujours dans le cadre des examens complémentaires, eh bien, la question 9, vous allez réaliser une ponction lombaire et on vous demande ce que vous en attendez. Alors, pensez à partir du plus simple au plus compliqué. Vous vous attendez à ce que le liquide soit clair et à ce que le liquide soit stérile. On n'est pas du tout dans un contexte infectieux. Vous vous attendez à avoir une réaction méningée en général assez faible. Il y a entre 5 et 10 cellules. Si vous avez plus de 25 cellules, vous n'êtes plus dans le cadre d'une sclérose en plaques. En général, c'est une hyperlymphocytose et vous allez donc avoir une hyperprotéinorachie qui est en rapport en partie avec ces cellules et puis avec ce qu'on va voir plus loin, qui doit être modérée, en général entre 0,7 et 1 g par litre. Et le plus évocateur, eh bien, c'est que vous avez une synthèse intratécale d'immunoglobulines avec un profil oligoclonal, c'est ce qu'on appelle les BOC, vous savez, en électrofixation. C'est-à-dire que alors que les immunoglobulines sont normales dans le sang, eh bien elles sont augmentées dans le LCR. Donc vous savez qu'elles sont bien synthétisées dans le système nerveux central. Et vous devez conclure aussi en disant que le LCR peut être normal sans que ça remette en cause votre diagnostic. Faut-il réaliser systématiquement une ponction lombaire ? Alors, c'est de plus en plus discuté et dans le cadre de cette jeune fille, par exemple, eh bien, ce n'était pas indispensable parce que vous savez que les critères donc, pour la sclérose en plaques, il faut pouvoir prouver la dissémination temporospatiale, soit par le biais de la clinique, soit par le biais de l'imagerie. Et éventuellement, la ponction lombaire avec la synthèse intratécale peut vous donner un critère de dissémination spatiale, puisque ça prouve que tout le système nerveux est atteint. Si toutefois ce critère manquait à la fois à la clinique et à la fois en imagerie. Or, chez cette patiente, vous avez déjà les critères cliniques. Donc potentiellement, vous n'avez pas besoin de rechercher une dissémination temporelle à la ponction lombaire. Certains la font encore assez facilement, toujours pour éliminer potentiellement d'autres diagnostics différentiels, vérifier que la réaction méningée est peu importante. Mais en pratique, à l'heure actuelle, elle n'est pas obligatoire si les critères de dissémination temporelle et spatiale sont déjà remplis.